Salut, et je m'excuse déjà par avance pour tous mes ratés. En effet, je cherche encore à construire ma chaîne, et donc là, c'est un peu le bazar. Je sais même pas par où commencer. Comment on fait un podcast? Faut-il faire un script ou non? Comment dois-je organiser mes idées? Comment je dois faire pour mettre de la vie dans ma manière de parler? Est-ce que je dois mettre des silences, des blancs? Combien de temps? Est-ce que je dois utiliser un vocabulaire soutenu ou bien parler à l'arrache comme dans la vraie vie? Quand j'écoute mes séquences, je vois qu'elles manquent de vie cruellement et j'essaie vraiment de me débattre pour que cela fonctionne tout de même. Et même si ça rapporte pas de vues, pour l'instant c'est vraiment pas l'objectif. Ce que je souhaite, c'est juste que mon contenu soit audible et agréable à écouter. Ceci étant dit, pourquoi je podcast aujourd'hui? En démarrant la chaîne, je voulais parler de l'accompagnement en général des personnes, que ce soit les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants, les personnes fragiles, etc. Mais je voulais aussi revenir forcément par les bases. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap. Je ne suis pas du tout un expert dans ce métier, il y a plein de collègues qui sont 100 fois plus compétents que moi. Mais ça m'arrive aussi de lire des livres, des ouvrages. Et je voulais vous partager un passage de l'ouvrage suivant. C'est AESH et enseignants collaborer dans une école inclusive, un livre paru en 2007 par Grégoire Cochetel, un livre que j'ai trouvé sur Canopé. Ça parle de l'histoire du métier d'AESH. Et en exerçant ce métier, je pense que c'est aussi important de connaître l'histoire de l'école. L'histoire de l'école, comme ça, on sait pourquoi les enseignants, au fil du temps, agissent de telle ou telle manière, et aussi l'histoire du métier d'AESH, et de comprendre finalement comment sont apparues les personnes en situation de handicap dans les écoles. Et c'est de ça dont on va parler dès maintenant. Au fur des années, l'accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles n'est plus une question de droit ou bien de faisabilité, est-ce possible ou non. Les premiers principes guidant le personnel de l'éducation nationale sur l'accueil de ces enfants handicapés remontent à 1975. Néanmoins, ce cadre législatif qui est proposé reste quand même assez flou et a été sous-utilisé pendant cette période presque inutile. En 1983, un autre texte apparaît, une circulaire, qui fait mention pour la première fois d'un besoin de personnel d'assistance particulière pour des enfants et des adolescents handicapés. Cette circulaire dit en gros que pour accompagner un enfant, il y a besoin d'un personnel enseignant, évidemment pour la pédagogie, d'un personnel spécialisé non enseignant, par exemple des orthophonistes, des psychomotes, des infirmiers, mais aussi des personnes qui permettraient une assistance particulière. Je cite: les élèves handicapés ayant besoin d'une assistance particulière pour se déplacer, s'alimenter ou pour des soins courants doivent, dans toute la mesure du possible, trouver au sein de l'école les personnels, par exemple des infirmiers, des agents de service, etc., susceptibles de leur apporter cette aide. Il appartient donc aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement de rechercher, avec l'aide des collectivités locales ou des autorités académiques, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins particuliers. Fin de citation. Cela revient donc à dire que finalement c'est à la charge des directeurs des écoles, des chefs d'établissement, des collectivités et des autorités académiques de trouver du personnel pour aider ces enfants. Et alors, pourquoi pas du coup employer ce qu'on pourrait appeler du personnel dit non qualifié, des agents de service pour aider ces élèves handicapés, ce qui créerait finalement les premiers accompagnants scolaires pour ces enfants. Et ainsi, dès 1984, c'est ce qui se passe à Marseille, où des personnes sont employées par les mairies pour aider ces élèves en situation de handicap par le biais des contrats emploi solidarité. Ce sont d'anciens types de contrats aidés, et les contrats aidés, c'est des petits emplois tremplins pour favoriser l'insertion professionnelle de personnes qui n'ont pas d'emploi pour le moment. Et c'est ainsi que petit à petit, les accompagnants scolaires pour les enfants en situation de handicap se sont un petit peu multipliés en France. Et à l'époque, ça s'appelait des auxiliaires d'intégration scolaire. On peut dire en plus court AIS. Ces premiers AIS ont été recrutés avec des statuts un peu spéciaux ou des contrats spéciaux. Par exemple, il y a tous ceux qui ont été embauchés grâce aux contrats aidés, qui s'appelaient à l'époque les contrats d'emploi solidarité ou bien les contrats d'emploi consolidés, voire les travaux d'utilité collective, mais il y a aussi ceux qui ont refusé de prendre les armes, qui ne veulent pas faire leur service militaire, qui ne veulent pas faire la guerre, qui ne veulent pas tuer.
Ça s'appelle des objecteurs de conscience. J'ai découvert ça en lisant le livre. C'est un droit qui existe depuis les années 1963. Et sinon, avant, c'était la peine de prison si on refusait de faire son service militaire. Et autrement, il y avait également malheureusement des AIS qui ont été plus ou moins financés par les parents d'élèves pour exercer leur métier. Autrement, j'ajoute également que c'est aussi dans ces années, entre 1980 et 90, que vont émerger des classes spécialisées dans les écoles ordinaires pour accueillir ces enfants en situation de handicap. Et ensuite, en novembre 1999, Ségolène Royal, alors ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, annonce 20 mesures en faveur de la scolarisation des enfants et des adolescents en situation de handicap. Elle a nommé cela le plan Handiscol. Ce sont des mesures importantes, un vrai engagement structurel pour l'éducation nationale, disent-ils, dont la 12e mesure rappelle que finalement les auxiliaires d'intégration, c'est vachement pratique parce qu'ils peuvent intervenir auprès des élèves handicapés qui ne disposent pas toujours d'une autonomie suffisante pour les actes de la vie courante, comme se déplacer, s'habiller, manger à la cantine, aller aux toilettes, s'installer en classe, etc., etc. Il mentionne également que ces auxiliaires pourront être également embauchés par ce qu'on appelait les emplois jeunes. En 2003, c'est la fin des emplois jeunes et fallait bien les remplacer par quelque chose parce que ça n'existe plus. Et plutôt que de créer un véritable métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, le gouvernement, lui, opte plutôt pour un autre statut qui sera les assistants d'éducation. Et parmi ces assistants d'éducation, il y aura des personnes pour qui sera confiée l'aide et l'accueil et l'intégration individualisée des élèves handicapés. Et ça sera confié à ceux qu'on nommera les auxiliaires de vie scolaire, nommés plus couramment les AVS. Afin d'effectuer ces missions, les AVS auront besoin d'avoir le bac et seront embauchés par le biais des CDD, 1, 2, 3 ans je crois au départ, renouvelables jusqu'à une durée totale de 6 ans. Mais après, on n'avait pas imaginé encore la suite à cette époque. Il y aura 2 types d'AVS. Il y aura les AVS individualisés qui s'occuperont d'un élève ou de plusieurs en situation de handicap. Et il y aura également les AVS co qui, eux, seront affectés plutôt à ce qu'on appelait à l'époque des CLIS pour le premier degré, des classes spécialisées, et des UPI pour le second degré, encore des classes spécialisées pour ces élèves. En 2005, il y a la promulgation de la loi du 11 février 2005 qui a été promulguée sous la présidence de Jacques Chirac pour qui l'insertion des personnes handicapées dans la société était un des 3 grands chantiers de son quinquennat. Cette loi affirme que les personnes en situation de handicap ont droit à une accessibilité en général. C'est pas juste avoir des rampes vers les escaliers ou bien que le fauteuil roulant puisse passer dans tel ou tel endroit. C'est l'accessibilité en général. Par exemple, tout enfant en situation de handicap a droit à l'éducation et donc d'aller dans des écoles en général. Toute personne en situation de handicap, comme les valides, ont droit à accéder à un emploi, à chercher un emploi, trouver un emploi et vivre de leur emploi. Comme toute personne, elles ont droit d'utiliser les transports en commun. Il faut que les transports en commun soient adaptés à leur handicap également. Et au-delà de l'accessibilité, cette loi aussi insiste sur le droit à la compensation du handicap. En France, on considère que parce qu'on a un handicap, on peut moins faire que les autres, donc par conséquent, on a le droit à des compensations. Et ces compensations peuvent être de 3 types. Ça peut être des compensations financières, parce que peut-être cette personne elle a un handicap trop compliqué et ne peut pas aller au travail. C'est l'AAH souvent. Ça peut être une compensation matérielle, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap pourra recevoir une enveloppe pour pouvoir acheter du matériel spécialisé, spécifique à son handicap. Et ça peut être également une compensation humaine.
Et là, dans ce cadre-là, dans les écoles, la compensation humaine, eh bien, c'est les AESH qui vont essayer d'aider à pallier au handicap de l'élève pour pouvoir profiter de l'école au maximum. Cette loi de 2005 précise aussi que les enfants, quel que soit leur handicap, ont le droit à la scolarité. Et que dès 3 ans, je pense que ces élèves sont déjà rattachés à leur école de secteur. Aussi, si besoin, la famille peut demander un parcours personnalisé de scolarité auprès des maisons départementales du handicap et ainsi faire une demande s'ils souhaitent que leur enfant soit en classe ordinaire avec ou sans AESH ou bien dans des classes un peu plus adaptées qui sont les ULIS aujourd'hui mais qui s'appelaient les CLIS ou les UPA à l'époque. Ils peuvent également faire une demande à ce que ces enfants soient pris en établissements médico-éducatifs, les IME. Mais là, faut faire un dossier à la MDPH. Et je vous cache pas que, effectivement, les places aujourd'hui sont chères, mais bon, la demande est possible et il faut s'y prendre à l'avance. Et suite à la promulgation de cette loi en février, en août 2005, le gouvernement tente de prévenir l'engorgement de ces demandes aux portes de l'école. Car effectivement, puisque tous les élèves en situation de handicap peuvent être accueillis à l'école, il y aura donc besoin sûrement de nombreux AESH. Et le gouvernement cherche de nouveau des AESH auprès de Pôle emploi, une main-d'œuvre qui n'est pas forcément super qualifiée, quoique je suis sûr qu'il y a de super AESH qui ont eu leur métier sur Pôle emploi. Et c'est le recrutement de ce qu'on va appeler les EVS, les employés de vie scolaire. Les EVS peuvent exercer à la fois une aide administrative, comme en aidant directement le directeur des écoles dans ses différents projets, mais aussi accueillir et surveiller les enfants, aider à l'encadrement des élèves lors des sorties scolaires. Ils peuvent aussi faire une aide à la BCD, à la documentation, trier les livres, etc. Et ils peuvent également encadrer des activités culturelles. Mais en plus de ça, bien sûr, là ça nous concerne, ils pourront également accompagner des élèves en situation de handicap. Et en 2006, puisque la demande d'AVS est de plus en plus importante, puisqu'il y a de plus en plus d'entrées d'élèves en situation de handicap, le gouvernement décide d'autoriser une partie des personnes recrutées en tant qu'EVS à remplir finalement les fonctions d'AVSI. Voilà, je ne sais pas si personnellement vous le ressentez, mais on dirait que le gouvernement fait toujours un peu une sorte de petit bricolage. On prend, au lieu de faire un vrai métier d'AVS, finalement, on bricole avec des contrats aidés, des EVS qui deviennent des AVS, etc. Bon, je trouvais que ce passage était assez intéressant pour ça. Mais continuons. En juillet 2012, le gouvernement apporte une précision, voire une distinction. Il souhaite distinguer l'aide individuelle, pour répondre aux besoins des élèves qui requièrent une attention soutenue et continue. Donc souvent les élèves qui ont besoin juste d'un AVS et pendant assez longtemps dans la journée, à distinguer de l'aide mutualisée qui est destinée à des élèves qui ont moins besoin d'accompagnement soutenu et continu. En fait, c'est un AVS qui va se partager entre plusieurs élèves. Le décret crée la fonction d'AVS mutualisé sans expliquer vraiment exactement ses missions exactes. En 2013, un Premier ministre se réjouit car il annonce que les AVS auront un quasi-statut. Pourquoi ? Parce qu'ils obtiendront un CDI enfin à l'issue de leurs 6 ans de CDD. Suite à un décret de juillet 2014, les AVS vont devenir progressivement des AESH. Les AVS qui ont été recrutés comme assistants d'éducation, au terme de leur contrat de 6 ans, pourront devenir AESH en CDI. Par contre, les AVS qui ont été recrutés par le biais du contrat aidé pourront se voir proposer des CDD d'AESH et plus tard, au bout de leurs 6 ans, ils pourront devenir également AESH en CDI. Pour les AESH qui seront en CDI, ils pourront bénéficier d'un entretien professionnel tous les 3 ans, tandis que les AESH qui seront en CDD, durant leurs 6 ans d'exercice, il est recommandé d'avoir un entretien professionnel à l'issue de la première année et de la 5e année. Le décret souhaite également que ce nouveau métier d'accompagnant soit aussi appuyé
pour ceux qui le souhaitent, d'un diplôme professionnel du domaine de l'aide à la personne. Mais malgré tant de professionnalisme, le métier d'AESH sera toujours reconnu comme un métier où on aurait besoin d'un diplôme de niveau 5, ce qui signifie qu'on a à peu près l'équivalent du niveau d'un CAP. En mai 2017, une circulaire précise les missions et les activités que doit exercer l'AESH et ajoute une petite précision selon laquelle un AESH peut accompagner un élève dans le cadre d'activités périscolaires, ce qui peut être une perspective intéressante pour son inclusion. Et pour terminer, on s'arrêtera en 2019. Il se passe, j'ai noté 5 choses. La première chose, c'est que le recrutement des AESH ne se fera plus par le biais du contrat aidé. Deuxième chose, si un AESH est embauché, il sera pris directement pour un CDD de 3 ans et plus de 1 an comme il pouvait se faire auparavant. Troisième chose, je crois que c'est une loi ou une circulaire qui a dû réaffirmer la place de l'AESH lors de l'équipe éducative. Ensuite, ils se sont développés aussi ce qu'on appelle les PIAL, qui sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisés. C'est une sorte d'organisation flexible qui permet au sein de certaines écoles de s'interchanger les ESH quand il y a un besoin important. Et enfin, pour terminer, il y a la création du métier d'AESH référent. Voilà, j'ai terminé mon speech. Alors, pour conclure, parce qu'il va falloir conclure, ça va être un peu rapide, j'espère que ce podcast, vous l'avez apprécié, que ça vous a autant intéressé que moi, ça m'a intéressé. Je tiens à remercier Monsieur Grégoire Cochetel, qui a écrit le livre AESH et enseignant, collaborer dans une école inclusive. En fait, j'ai clairement paraphrasé son premier chapitre pour pouvoir vous exposer le métier d'AESH. D'ailleurs, en parlant de sources, je vous renvoie à la page Wikipédia du métier d'AESH où vous aurez un résumé écrit à peu près de ce qu'on a dit, c'est à peu près les mêmes informations. J'ajoute également que M. Cochetel, on peut voir des conférences de lui sur YouTube, sur Canotech, et j'ai regardé, c'est pas mal, ça vaut le coup de l'écouter, ça a l'air d'être une personne très sympathique, donc je vous renvoie à son travail qu'on peut voir en vidéo. Après, mon retour, je trouve que ça a été aussi intéressant d'avoir regardé le métier d'AESH, parce que déjà, moi, je sais finalement d'où je sors, d'où vient mon métier. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Par exemple, je suis quand même très impressionné parce que notre métier a finalement 40 ans. Le premier AESH est arrivé à Marseille en 1983. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, ça fait 40 ans. Et je suis surpris aussi qu'aujourd'hui, notre métier n'est pas encore très très bien construit malgré ses 40 ans. Et le caractère concret de notre métier, on aide vraiment les gens. Et notre paye est ridicule puisqu'on est considéré de niveau 5. Je pense que ça arrange quelque part le gouvernement. Et voilà, et puis après j'ai fait plein de petites recherches perso. Voilà. Bon j'espère qu'en gros, ça vous a plu. Et à bientôt.